Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Le développement d'un pays, c'est certainement son avenir. Un avenir et une expérience certainement proposée par des responsables de toute une nation, des responsables politiques avant tout. Quand ils sont au pouvoir, ils sont censés effectivement mettre en place un certain nombre de moyens, d'éléments, de projets économiques, des projets de santé, mais des projets aussi au niveau de l'éducation, du sport et de la culture. Néanmoins, maintenant, depuis plus de 5 ans, une gouvernance absente, totalement absente, par exemple, et pour cause, nous n'avons pas du tout entendu le ministre de l'Éducation nationale qui fait sa sortie tout de même maintenant depuis quelques heures avec l'annonce des résultats du bac, 58,28% de performance après une 4e et une 5e correction. Beaucoup tout de même se posent de la question quid? Qu'en est-il du niveau, notamment du bac? Pourquoi faut-il en arriver à une 4e et une 5e correction? Donc on y reviendra avec nos invités sur ces résultats, mais on se posera aussi la question: que font les bacheliers après avoir obtenu donc leur bac? Est-ce qu'ils restent en Algérie? Est-ce qu'ils se donnent les moyens? Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils ont envie de rester ou coûte que coûte? Dès aujourd'hui, dès les prochaines heures, ils feront tout, et ils font tout d'ores et déjà, puisqu'il y a déjà pas mal d'annonces, de tweets, de messages sur les réseaux sociaux qui disent clairement que les étudiants veulent partir aux États-Unis, au Canada, en France ou encore en Espagne. Après le bac, c'est aussi place à l'université, le savoir, la recherche, la science, la culture. Qu'en est-il des universités en Algérie? Avant de vous présenter nos invités, je voudrais qu'on écoute ici Mohamed, qui était reçu l'année dernière par l'ambassadeur du Canada, puisqu'il a eu son bac, c'était la meilleure note. Eh bien, malheureusement, il n'est pas resté en Algérie, car il ne souhaitait pas continuer ses études en Algérie. Mohamed, such a pleasure to have you here at the Canadian Embassy. I was just so thrilled about your recent news, and really quite proud just to have this connection, be able to share this connection, particularly at this point in your life. You're starting on a brave new adventure, and we're just happy that we can go through this adventure together. But maybe I could ask you just a couple of questions for just as you're starting off, and maybe you could tell us a little bit about your motivations for studying in Canada. Why Canada? Well, first of all, thank you so much for your help. Why Canada? Because Canada is a country of cultural diversity, so I guess it's a good choice. Also, it's a very good for me to pursue my bachelor's degree, computer science, in Toronto. So I'm looking forward to it, to this new experience, this new adventure, and I hope that it would be a good experience. No doubt for it with. And I know with computer science too, you can do so many different things in life really with it. But what are your motivations behind studying computer science to begin with? Exactly, as you said, the computer science is like a tool that you can use in any field you want. So I'm thinking of maybe creating something that can help my country and the world, to maybe do something in medicine, in economy, about problem solving. So I guess this field really interesting. Right. And do you get a sense for what you'd like to bring back to Algeria someday from your studies? What do you most want to bring back? First, I need to come back as a scientist, so I can. Voilà, pour donner le ton de l'émission, bien évidemment, félicitations une nouvelle fois à Mohamed qui a eu son bac l'année dernière, c'était la meilleure note. Et puis dans quelques instants, on retrouvera notamment, et on félicite notamment celui qui a eu la meilleure note cette année. Ça dépasse 19, on est à 19,62. Il est à Tipaza et c'est Mokran à qui, bien évidemment, on transmet toutes nos félicitations et toutes nos félicitations à tous ceux qui ont obtenu le bac cette année. Et puis pour ceux qui l'ont pas eu, c'est loin d'être un échec. C'est
c'est une expérience et puis dès l'année prochaine, vous allez pouvoir continuer à travailler. Et on sait très bien qu'aussi les plus grandes réussites, ce ne sont pas spécialement ceux qui ont eu leur bac du premier coup, bien évidemment. Voilà, c'est une première dans l'histoire algérienne, 19,62. Pour revenir donc sur ces résultats du bac, mais surtout les causes, la gouvernance, le pouvoir algérien, que fait-il maintenant depuis plusieurs années? A-t-il peur aussi de l'université? On en parle avec nos invités ce soir. Est avec nous Majid Hachour, bonsoir. Vous êtes donc avocat, militant politique, maître, bonsoir et bienvenue. Tout le monde, bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités et bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, ingénieur, économiste, il nous apporte aussi ses réflexions avec nous. Lies Djebaili, bonsoir. Chaban, merci pour votre invitation. Je salue l'équipe El Magharibiya, votre invité, Monsieur Hachour, Maître Hachour, et puis tous nos compatriotes qui nous suivent de près et de loin. Encore merci pour l'invitation. Merci. Merci à tous les deux. Plaisir de vous recevoir et puis plaisir aussi et une nouvelle fois honneur de recevoir un opposant politique malgré ses interdictions et ce qu'il subit. Je le rappelle à chaque fois, il est important. Est avec nous ce soir Karim Tabou qui, je le rappelle, malheureusement donc ne peut plus sortir du territoire, est obligé d'aller signer à la caserne tous les lundis matin. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir Chaban, mes salutations aux invités et également à nos téléspectateurs. Merci. Cher Karim Tabou, merci d'être avec nous. On va vous donner la parole tous les lundis. Je rappelle que vous signez un éditorial sur vos réseaux sociaux, d'ailleurs symboliquement après avoir signé à la caserne. Vous faites toute une analyse, vous allez en parler, je ne vais pas vous paraphraser, mais voilà, vous revenez sur un certain nombre de points et on constate sur ce classement, je vais demander aux équipes en régie de nous afficher ce classement sur ces 40 universités. Vous allez voir que malheureusement l'Algérie ne figure pas du tout sur ce classement. L'image va s'afficher dans un instant et on va essayer d'analyser ça ensemble. Alors, on a un petit souci technique. L'image va arriver dans quelques instants. Karim Tabou, voilà, il est important de vous avoir ce soir. Vous dites clairement que sur ces 40 universités, donc sur 2025 en Afrique, l'Algérie n'y figure pas du tout. Et puis, voilà, vous relatez ici, vous dites clairement, la réalité sur le terrain le prouve bien, des chambres délabrées, manque d'Internet, manque de fournitures, manque de disponibilité et d'accès à la littérature et à la recherche. Et dans un deuxième point, vous allez étayer la question que je me pose ce soir aussi en écoutant les observateurs et en vous lisant. Est-ce que le pouvoir n'a-t-il pas crainte justement de voir l'université se développer et s'émanciper, puisque comme vous le dites, l'accès à la connaissance dépend de l'exercice de la liberté essentielle, notamment de pensée, de liberté et de pensée libre, accès au savoir par exemple. Karim Tabou. Merci d'abord pour ce qui est du billet que j'essaye de faire chaque lundi. Pour moi, il est important de susciter les débats sur les enjeux importants du pays, mais également pour essayer de créer un espace d'échange entre ces Algériens qui soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, pour essayer d'échanger nos idées et de trouver donc les moyens d'envisager des alternatives à nos problèmes. Et parmi les grands problèmes que vit l'Algérie, c'est le problème de l'université, même si moi je suis de ceux qui considèrent que nous avons une crise mère, c'est la crise politique. Après, il y a les retombées de toute cette crise sur tous les domaines. Donc, elle prend une dimension donc multiple et multidimensionnelle. Je ne suis pas spécialiste en matière d'analyse des enjeux de l'université, mais il est important de voir que dans le monde, il y a des institutions, il y a des instances, il y a des organismes internationaux qui observent la vie politique, la vie sociale, la vie économique, la vie intellectuelle des pays, et sur la base d'un certain nombre de critères, on établit des classements
les autorités algériennes sont les premières à crier sur tous les toits les classements qui les donnent parmi les premiers lorsqu'il s'agit des rapports de la Banque mondiale, par exemple, ou du FMI, etc. Et tous les organismes qui émettent des avis critiques à l'égard des autorités, bien sûr, c'est l'accusation, c'est la stigmatisation, en essayant toujours de pointer du doigt les forces extérieures, les ennemis de l'Algérie, etc. Or, le cas de l'université, nous le savons tous. D'abord, nous sommes des Algériens qui sont passés par l'université. Nous connaissons très bien les conditions socio-pédagogiques de l'université. Et puis également, il y a, à l'ère moderne, avec les moyens de communication modernes, maintenant on a accès à beaucoup d'informations qui concernent les universités. Il suffit d'ailleurs de voir combien d'étudiants algériens qui soient durant leur cursus, qui sont actuellement à l'université, ou les fins de cycle, ou même ceux qui obtiennent le bac, qui sont combien adressés des demandes d'inscription sur les universités à l'étranger. Vous voyez très bien qu'ils sont des milliers, et ça ne peut s'expliquer que par la situation de crise que vit l'université algérienne. Deuxième des choses, vous savez, même ceux qui poursuivent leurs études à l'université algérienne, après avoir fait des efforts colossaux, après avoir consenti des sacrifices énormes, eh ben, ils se retrouvent complètement sans débouché professionnel, sans perspective de travail. Donc l'université est au cœur de la crise économique, est au cœur de la crise politique, est au cœur de la crise sociale que vit le pays. Ils sont combien les universitaires, les diplômés des universités algériennes aujourd'hui, qui sont non seulement détournés de leurs compétences, c'est-à-dire ils travaillent en dehors du cadre qui leur soit leur spécialité, mais également ils sont combien à être des chômeurs, ils sont combien à postuler à aller à l'étranger, et dans des conditions que vous connaissez très bien. Ceux qui arrivent à obtenir des bourses d'études, ceux qui arrivent à obtenir des visas d'études, ceux qui arrivent à avoir un visa, ils partent sans retour. Ceux qui n'ont pas cette chance, ils prennent le chemin des haragas, et avec toutes les catastrophes qui arrivent. Donc, vous voyez très bien que l'université, aujourd'hui, est au cœur de la crise que vit le pays. Et je passe, si vous interrogez les enseignants et l'encadrement administratif, je souligne qu'il y a des hommes et des femmes qui continuent de se battre, qui donnent du savoir, qui résistent, qui sont dans les universités, mais malheureusement, en tant qu'institution, l'université est otage aujourd'hui des politiques qui en fait d'elle un congélateur. C'est-à-dire, c'est un lieu où on met des milliers d'étudiants et après on les traîne pendant de longues années pour à la fin leur délivrer des papiers, des documents universitaires qui ne leur donnent pas la chance de vivre, donc d'exercer. Bien sûr que également l'université, il est évalué selon des critères. D'abord, les critères de sa gouvernance, les critères d'accès à la technologie. Nous sommes à l'ère de la technologie. Les critères également liés à la nature donc de la production scientifique, que ce soit les brevets de création ou les comment dirais-je, les revues universitaires reconnues, les réflexions qui sont produites, et l'Algérie enregistre dans ce domaine un retard énorme. Lorsque vous voyez les moyens dont dispose aujourd'hui l'enseignant, et je ne parle pas de l'étudiant, l'enseignant censé être à jour de la connaissance, du savoir, de la technologie, aujourd'hui, il n'a pas les moyens de se mettre à jour, donc il ne peut pas également transmettre le savoir. Et puis également, cette politique ancienne des autorités politiques algériennes qui a toujours considéré que l'université est un lieu dans lequel on peut parquer des populations. Et voilà, en termes de nombre de centres universitaires, je pense que l'Algérie
a construit beaucoup d'universités, beaucoup de cités universitaires, beaucoup d'écoles et beaucoup d'instituts, mais en termes d'efficacité, en termes de rentabilité intellectuelle et scientifique, vous voyez très bien que le dernier classement des universités africaines, je parle des universités africaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous chercher, de nous situer dans les 40 premières universités, pas du monde, mais de l'Afrique. Et vous voyez que les universités de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de la Tunisie, du Kenya, du Maroc, etc., sont bien loin des universités algériennes. Oui. Karim, et voilà, malheureusement, c'est une situation triste qui est due, et c'est très important de le souligner, sur d'abord du pouvoir politique. À la nature du pouvoir, je vous garde Karim Tabou. Je vous interromps une seconde. Je veux juste qu'on regarde d'abord ce classement dont voilà, vous venez d'en étayer quelques éléments. C'est un classement que vous allez pouvoir retrouver sur nos réseaux sociaux, mais qui est officiel chaque année. Voilà, sur 40 universités, effectivement, aucune algérienne. Et comme vous le disiez, Karim Tabou, on parle de l'Algérie. Je vous garde encore quelques minutes. On va retrouver Majid Hachour, Elias Djebali juste derrière. Karim Tabou, il y a quelques jours, donc décret du président algérien, notamment sur le fait que des cadres de l'armée pour diriger, encadrer certains secteurs stratégiques, à croire qu'il n'y a pas d'autres richesse humaine en Algérie pour aller faire appel à des cadres de l'armée pour accompagner, encadrer, investir certains secteurs. Première réaction là-dessus. Et puis, je le disais tout à l'heure, est-ce que le pouvoir algérien, malgré qu'effectivement on ait ces images où le président félicite les bacheliers, est-ce que réellement il a la volonté de mettre les moyens, vous le dites, hein, l'accès à la connaissance dépend de l'exercice de la liberté essentielle, liberté de penser, vous parlez aussi de liberté politique, libération sociale, culturelle, politique de la nation. Est-ce que réellement le pouvoir algérien a envie de voir ces universités se développer? Parce qu'on sait très bien aussi que pendant le Hirak, les universités, les étudiants sont sortis contre ce système. Écoutez, on a beaucoup de sujets dans votre question. La question du dernier décret de désignation, de possible désignation de militaires à la tête des administrations et des hautes fonctions de l'État. Je pense que nous devons consacrer tout un débat, même si nous connaissons la réalité du terrain. Déjà que les militaires sont très présents dans le domaine économique, dans le commerce, dans les affaires, etc. Donc, bien au-delà de la responsabilité directe qui est d'ailleurs mise dans la loi, dans le décret, déjà nous avons un piétinement important, une présence importante de l'armée, des militaires dans le milieu économique, dans le milieu de la gestion des institutions, et qu'elles soient économiques ou même universitaires. Ça fait pas longtemps, les comités, les conseils d'administration des universités de Sidi Bel Abbas, de Galma et d'Oran ont connu donc la désignation en leur sein des représentants de l'armée, etc. Et je passe sur des entreprises qui ont vu tout simplement leur chef, leur directeur désigné par parmi les membres des services de sécurité ou de l'armée. Donc, je pense que sur ce débat, nous devons consacrer toute une étude, tout un débat. Et le sujet va bien au-delà de l'administration pour arriver aux questions liées au commerce national, au commerce international, à l'importation, à beaucoup de domaines où on peut trouver les traces de personnes, de ces institutions impliquées dans des affaires, dans le commerce, etc. Nous devons consacrer un débat. Mais pour ce qui est de l'université, très clairement, la nature de gestion de l'université ne permet pas justement son émancipation. Lorsque vous savez
que le recteur de l'université, dans beaucoup de pays dans le monde, sont des personnes qui ont des compétences scientifiques, élus par leur père, qui rendent des comptes devant des instances scientifiques. Ils sont élus sur la base d'objectifs scientifiques. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, le recteur de l'université est désigné par décret présidentiel, c'est-à-dire le président désigne le chef de l'université, le recteur de l'université, et lorsque vous avez un chef d'État, dans certains cas, qui n'a même pas fait l'université, vous imaginez un chef d'État qui n'a pas fait l'université, qui désigne tous les chefs de l'université. Ça montre très bien les anachronismes, les crises, l'inconscience et voire la manipulation des textes réglementaires. Et puis, quand vous avez un chef de l'université, le recteur de l'université, qui ne rend compte que devant celui qui l'a désigné, eh ben, une grande majorité aujourd'hui des chefs des universités, ce sont des cadres des partis politiques du pouvoir. Vous trouvez un recteur de l'université, il est prétendant à un poste dans un parti politique, il est député, il a été député, il prétend être député, il est proposé pour être sénateur, il est proposé dans une liste électorale, etc. Lorsque vous trouvez que la désignation du recteur de l'université a toujours suivi les sentiers politiques, c'est-à-dire les procédures politiques, les objectifs politiques, les calculs politiques, et ben au retour, vous ne pouvez pas avoir un recteur qui va faire pour la science, il va devenir essayer de transformer l'université. D'autres que j'ai vécu moi-même, j'étais invité par des étudiants de l'université de Tizi Ouzou à donner une conférence au niveau de l'Institut de sciences politiques à l'université. Ben, j'étais marqué, cette note collée sur l'entrée de l'institut où la note dit clairement qu'il était interdit de faire la politique au niveau de l'Institut de sciences politiques. Donc voilà une des aberrations. Et je peux vous en citer des dizaines, voire des centaines de choses comme ça. Lorsque dans un pays, l'Institut de sciences économiques, de sciences politiques interdit les conférences politiques, vous avez une idée. Et pourtant, à la tête de ces universités, il y a des gens, quand il s'agit des élections, qui mettent des comités de soutien, qui l'affichent, qui réunissent des fonctionnaires de l'université, qui leur demandent de venir applaudir le chef de l'État en visite dans tel ou tel wilaya. Vous voyez très bien que l'université a été complètement détournée de ses objectifs. Également, il y a un aspect, je l'aborderai pas cette fois, parce que je laisse la parole d'abord aux amis, mais également, je n'ai pas les données précises sur ce domaine, c'est les budgets alloués à l'université. Il y a une vraie nécessité dans ce pays de procéder à un audit général, à une évaluation générale des budgets qui sont consommés, qui sont faramineux, qui sont importants, pour des résultats que nous voyons. L'Algérie n'est même pas classée parmi les 40 universités en Afrique. Donc, les responsabilités sont avant tout et essentiellement des responsabilités politiques, mais également nous avons la responsabilité, voire l'intérêt d'engager un débat également sur les autres aspects de la vie de l'université. Merci, cher Karim Tabou, d'avoir été avec nous. On peut retrouver vraiment toute votre analyse et votre éditorial sur ce sujet, sur notamment votre page Facebook. Rendez-vous lundi prochain pour un autre édito, on l'espère, Karim Tabou. Merci pour votre fidélité. Majid Hachour, Elias Djebali sont avec nous. Majid Hachour, avocat, longtemps à l'université. On va bien sûr continuer l'émission après ces 15 minutes avec Karim Tabou. Majid Hachour, les étudiants ont leur bac, mais ne restent pas à l'université. Est-ce que c'est une priorité pour le pouvoir algérien? Depuis 5 ans, on n'a pas l'impression que Abdelmadjid Tebboune a fait les choses correctement, puisqu'ils partent. Les bacheliers veulent partir déjà. Dilapidation des ressources humaines, et il semble qu'ils sont contents. Eux, ils ont intérêt à ce que les gens partent, à ce que les étudiants partent. Ils ont intérêt à ce que tous les jeunes partent. Parce que ça leur tient de... C'est comme une cocotte minute. S'ils restent ici,
Ils vont manifester, ils vont sortir, ils vont se révolter. Donc, il est préférable pour eux qu'ils partent. Il est préférable pour eux qu'ils s'exilent. Et voyez l'exode, un vrai exode, et un vrai gâchis en termes de ressources humaines. En Kabyle, on dit on enseigne, on forme de la ressource humaine. Ressources humaines bien jeunes, bien fraîches, pour que d'autres s'en servent. Le problème n'est pas uniquement au niveau de l'enseignement. Le problème, s'il est vrai que nous vivons une crise multidimensionnelle, cette crise multidimensionnelle, on l'a vu depuis 62 et depuis le coup d'État contre le GPRA. Le parti unique a tout fait parce qu'il dit parti unique, dit embrigadement, dit centralisation, dit répression, dit corruption, et tout ça a sévi depuis 62. Au départ, qu'est-ce qu'il faisait au niveau de l'université? Et là, j'arrive à la désignation. Un pouvoir tyrannique, un pouvoir dictatorial n'a qu'une culture, c'est celle de la désignation. Il désigne des recteurs par décret. Pourquoi? On dirait, on ne peut pas leur donner l'étiquette de commis de l'État. Ils n'ont même pas cette étiquette. C'est des larbins, c'est des scribouillards. Qu'on désigne ça et là, université par université, pour contrôler l'université, avec l'aide des organisations de masse, je dis l'UNGA, l'Amicale, etc. Ça s'est fait jusqu'à 88. À partir de 88, les comités autonomes ont exclu cette UNGA et ils ont exclu certains satellites de l'UNGA. Et on a vu les comités autonomes. Et depuis, et d'ailleurs, même avec cette UNGA et trucs, il y avait des comités autonomes. On a assisté à une université qui produisait. Pourquoi qu'elle produisait? Parce qu'elle a déjà, l'université, ceux qui étaient à l'université, ils ont déjà trouvé un système. Je suis désolé de le dire, mais c'était le système français. Un système français, malgré le parti unique, mais il était bien huilé malgré le parti unique. On a vu des comités qui produisaient tous les événements, à partir de 63 jusqu'à 88, ont eu pour origine l'université. 80, c'était l'université. 85, c'était l'université. 88, c'était l'université. Après, on a commencé à museler. À museler comment? On continue la parole là-dessus parce que cette question est fondamentale et la transition est toute faite, Majid Achour. Donc, gardez un peu votre analyse là-dessus parce qu'elle est importante. Je le disais tout à l'heure, le Hirak, ça a été la famille algérienne, les mamans, tous les partis étaient réunis, mais aussi énormément la jeunesse et les étudiants. On continue la question là-dessus. Une réaction, Les Djebali. D'abord, merci d'avoir patienté. Merci pour votre fidélité. Voilà, vous êtes aussi universitaire. Vous avez connu l'université ici, mais aussi en Algérie. Le constat est dramatique. Karim Tabou en parlait, Majid Achour en parlait, les étudiants. J'ai pas d'autres mots, malheureusement. On a vu Mohamed tout à l'heure. Il est content d'aller au Canada. On aurait aimé avoir un ministre de l'Éducation, le garder aussi en Algérie, alors que ce n'est pas le cas. Très bonne question. Enfin, oui, une très bonne question, Chaban. En fait, on est tous universitaires, donc on est passé par l'université algérienne. Nous sommes redevables à cette université algérienne qui a formé tant d'étudiants universitaires dans tous les différents secteurs scientifiques. Permettez-moi de féliciter toutes les lauréates et les lauréats qui ont eu leur baccalauréat et soutien à ceux qui ont échoué. Ce n'est qu'une petite épreuve passagère. Ils rebondiront, Inch'Allah, l'année prochaine. Revenons à la question centrale de l'université. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'université algérienne est en proie à ce débat, en proie à un malaise profond. C'est-à-dire que cette université algérienne, du fait qu'on ne peut pas, elle peut pas être appréhendée en dehors du cadre sociopolitique
et des paliers inférieurs, surtout la qualité de l'enseignement des paliers inférieurs, c'est-à-dire collège, lycée, ainsi de suite, cette question de l'université pose problème depuis une vingtaine d'années. Certes, il faut qu'on reconnaissons que la démocratisation de l'enseignement supérieur en Algérie a profité à pas mal de milliers, de millions d'Algériens, de jeunes Algériens, dont moi, M. Achour et M. Karim Tabou et tout le monde, mais elle ne s'est pas accompagnée par surtout ce qu'on appelle la démocratisation de la gestion. Quand on parle de démocratisation de la gestion, nous parlons de la gouvernance. La gouvernance, je rejoins aussi bien Maître Achour ainsi que Karim, que l'nomination des recteurs d'université se fait par des arrêtés ministériels, par des décrets, c'est pas possible. Alors que la communauté scientifique n'a aucun mot là-dessus. Deuxièmement, il y a le désarroi aussi des enseignants universitaires. Les enseignants universitaires censés être formés. Quand on est diplômé, quand on a un diplôme, je veux dire un bac plus 5, ingénieur, médecin, certes, ça qui sont votre parcours, votre cursus scolaire. Mais quand vous avez votre diplôme, il faut vous former. Vous former c'est-à-dire il y a le brassage, vous mêlez à d'autres jumelages, à d'autres universités, avec des chercheurs, avec des penseurs, avec des intellectuels. Il faut qu'on apprenne à produire non seulement une masse étudiante diplômante, mais aussi une masse étudiante prolifique qui produit de la recherche. Ça, c'est très important. Et tout ça, est lié au problème gouvernance politique. Pourquoi? Parce que à une gestion censée être scientifique, le régime ou le pouvoir répond à une réponse d'ordre politique. C'est-à-dire que tous ces recteurs d'université, les chefs, les responsables des cités universitaires, des réfectoires, des cantines, des dortoirs, enfin tout ce qui tourne autour du campus universitaire sont nommés selon des considérations d'ordre politique, Chaban. C'est pas scientifique, politique. Et du coup, on écarte ceux qui sont détenteurs de l'autorité, si j'ose dire, scientifique et la compétence en termes de gestion. Ben voilà. Et donc tout ce chamboulement impacte l'université. C'est-à-dire quand ces étudiants universitaires qui sont en liesse, c'est normal. Mais dès qu'ils franchissent le deuxième pas, parce que le premier pas c'est le bac, dès qu'ils franchissent le premier pas à l'université, la donne va changer. Il faut savoir aussi qu'il y a des étudiants qui ont été lésés. Pourquoi? Parce qu'on se base que sur leurs notes durant un baccalauréat. C'est-à-dire, s'il a un 12, on va le dire, tu vas faire telle spécialité, t'as pas les capacités pour faire autre. Donc, nous respectons pas aussi les sensibilités et l'orientation de l'étudiant. Et voilà. Ça impacte un petit peu le classement de l'université algérienne. Attention, l'université, ça reste un lieu d'excellence de la production de la pensée intellectuelle et politique, économique, sociale. Justement, alors j'aimerais avoir votre réaction là-dessus parce qu'on le sait rapidement en février 2019, mais même en 88, de tout temps, la jeunesse est sortie rapidement. Le Hirak, la révolution, enfin ce mouvement, la famille algérienne était dans la rue pour un changement de système de gouvernance rapidement. Les étudiants ont improvisé ce mardi des étudiants, qui a été rejoint aussi rapidement par toute la famille algérienne. Je vais citer Karim Tabou tout simplement pour continuer la réflexion que vous aviez, Majid Achour, et c'est la question que je pose. Est-ce que réellement le pouvoir algérien a envie de voir son université, cette jeunesse s'émanciper, s'affirmer et s'exprimer? Tant que nos dirigeants n'auront pas encore reconnu que l'université constitue le pilier fondamental sur lequel se construit la défense de la nation et de ses intérêts et qu'elle est l'épine dorsale du développement, le pays continuera d'avancer sans horizon et dans un flou complet. Majid Achour, est-ce que l'université, donc les étudiants, l'avenir, la jeunesse, est-ce que c'est un allié ou c'est un danger, un danger, un obstacle pour le pouvoir algérien aujourd'hui? Un ennemi même peut-être. Si j'ai fait un peu la rétrospective de l'université à partir de 62, c'est pour conclure à une chose, c'est que ailleurs, on la considère comme une épine dorsale de l'économie, de la société, de la jeunesse, mais nous vivons malheureusement en Algérie
Et dans un système et nous sommes face à un système qui considère que l'université est un ennemi à abattre. Et que dis-je? C'est le premier ennemi à abattre. Il a tout le temps. Je disais, j'étais arrivé jusqu'à 88. Pourquoi je suis arrivé jusqu'à 88? Parce que c'est là où quand le débat était plus libre, il s'est rendu compte de la vitalité, de la maturité des étudiants, de leur capacité à produire des réflexions, à réfléchir, à débattre. Et cela était un danger. Et cela, bien sûr, était un danger pour eux, parce que dans tous les pays dictatoriaux, qui a produit les valeurs, c'est l'université. Malgré l'ostracisme, malgré la répression, c'est l'université qui a produit les valeurs. Ailleurs aussi, voyez dernièrement ce qui s'est passé dans les universités américaines face au soutien de Gaza. Ils étaient à l'avant-garde de ce soutien. Parce que c'est cela aussi le rôle de l'université. À l'université, il n'y a pas que les étudiants, il y a des enseignants, il y a des chercheurs, il y a ceux qui réfléchissent. Et l'intérêt, bien sûr, c'est à défaut d'embrigader tout cela, il faut les endiguer. Comment que les endiguer? À partir de ces faux problèmes. Regardez par exemple, maintenant, il parle de problèmes des sanitaires, des problèmes des résidences, des problèmes des amphis. Ce problème n'a pas commencé en 2024 ou en 2023. On était tous étudiants. On a assisté à l'insalubrité. On a vu la nourriture qui nous servait. On a vu les résidences où on dormait. Tout cela, c'était pourquoi tout ça? Parce qu'il fallait occuper l'étudiant dans ses faux problèmes. Il fallait occuper l'étudiant dans ses faux problèmes qui durent et qui durent toujours. Parce que l'intérêt, c'était d'occuper l'étudiant dans ses faux problèmes, occuper aussi l'enseignant dans ses faux problèmes. Je vais vous citer un exemple. J'ai été à Rouen en 2002 jusqu'à 2004. Septembre 2002 jusqu'à mars 2004. J'étais à Rouen. Je me suis inscrit en droit public, option protection interne et internationale des droits de l'homme. Quand j'étais arrivé, le centre de recherche des droits de l'homme à Rouen était deuxième. Après, et devant, il y avait Paris 8, la Sorbonne. Il y avait 2 ou 3 enseignants qui ont institué cette branche à l'université de Rouen. 2 ans après, le CREI de Rouen est devenu numéro 1 en droits de l'homme, dans la recherche des droits de l'homme. Mmh. 2 ans. Pas 3 ans, pas 10 ans, pas 15 ans. Mais pourquoi tout ça? Parce que il y a eu des initiations. Il y a des initiations. Le recteur, on l'a vu 2 fois. Au début de l'année, avec les enseignants, on s'est réunis, et à la fin de l'année. Restez. Il n'y a pas de centralisation. À défaut, parce qu'on a posé le problème de gestion. La gestion était tellement décentralisée, était tellement libre, était tellement tolérante que vous voyez les résultats. C'est pour ça que les jeunes, en répondant à la première question, c'est pour ça que les jeunes cherchent à aller étudier ailleurs, à aller étudier en France, au Canada, au Japon. C'est pour plus de liberté, c'est pour plus de liberté de penser. Merci. Je vais tenter de revenir. Je vais tenter de revenir vers vous. Il nous reste 6 petites minutes d'émission. Lyes Djebali, pourquoi je posais cette question? D'abord, l'image de la gouvernance, elle est présente en tant qu'homme politique, bien évidemment. On n'est pas là pour parler des personnes en tant qu'individus privés, mais est-ce que réellement c'est un pouvoir à l'image de la jeunesse, de l'université, des étudiants? Le président arrive à 80 ans. Nous avons le chef d'état-major qui est pareil.
pareil. Salah Goudji, le Conseil de la Nation, c'est la même chose. On a vu des images. Les ministres aussi ne reflètent pas cette dynamique et cette jeunesse. Et pour vous donner la parole, un décret a été signé par le président Abdelmadjid Tebboune qui donne autorisation au cadre de l'armée, Elias Djebali, pour diriger, encadrer, investir un certain nombre de secteurs stratégiques, comme si nous n'avions pas d'autres talents en Algérie. D'où cette question un peu, est-ce que réellement l'université, c'est plutôt un ennemi plutôt qu'un allié? Elias Djebali. En tout cas, pour répondre à ta question, Chaben, ennemi ou adversaire au régime, au pouvoir algérien, je pense que le pouvoir algérien c'est toujours méfié de l'université algérienne parce que c'est le lieu d'excellence où on produit aussi la pensée intellectuelle et aussi la pensée politique. C'est là où on trace, entre guillemets, on met en marche la vision et l'orientation d'un monde avant-gardiste, moderne, qui sort de l'université pour tracer les grandes directives de la nation. Et le régime voit d'un mauvais œil cette pensée politique, surtout qui émane d'université. Le régime a toujours fait, il faut dire les choses, et il veut toujours politiser les résultats du baccalauréat, il faut dire les choses, parce que je suis en train de suivre, on sent que les résultats du bac sont un peu politisés, mais ça s'arrête là. S'il essaie de les politiser, c'est pour servir ça, entre guillemets, son équation. Mais par contre, l'université, il voit d'un mauvais œil une jeunesse politisée, avant-gardiste, qui évoque avec aisance, avec démocratie, avec liberté, avec une pensée politique, avec une pensée d'écriture, avec toutes les pensées libres possibles, d'aborder la question politique du pays. Parce que là, ça le gêne et du coup, ça devient, je peux pas dire ennemi, peut-être le mot il est un peu fort, mais quasiment son adversaire est hostile. C'est-à-dire c'est une hostilité au régime. C'est la raison pour laquelle nous le savons, nous venons d'une université algérienne, toute université algérienne, qu'on dise, peut-être Maître Hachour il confirme, ou Karim ou d'autres intervenants, l'université algérienne est toujours infiltrée par les éléments de services de sécurité, que ce soit au niveau de la gestion des cantines, au niveau de la gestion des cités universitaires, au niveau même de la gestion des cours, que ce soit des cours magistraux, des travaux dirigés, on voit toujours, voilà, elle est infiltrée, voilà, c'est un peu à la, c'est un peu le bloc de des pays de l'Est, pas dans un pays démocratique comme certains pays occidentaux où on peut débattre, mais il n'y a pas d'infiltration comment dirais-je, d'éléments extérieurs de services de sécurité. Et des fois, moi je me rappelle, il y avait des étudiants qui portaient à la fois étudiants, brillants élèves, capables de produire de la pensée intellectuelle, de produire une très bonne copie, mais en même temps, ils jouaient un peu, si j'ose dire, cette étiquette d'un élément actif pour répondre aux besoins de la sécurité des services secrets. C'est ça l'université algérienne. C'est ça, il faut dire les choses. Mais l'université algérienne, il faut qu'elle soit affranchie de cette gouvernance politique. Si on veut vraiment fonder une grande nation et mettre en place un grand pays émergent en 2030, 2040, 2050, il faut donner ses lettres de noblesse à cette université algérienne, parce que cette université algérienne s'appuie sur le flux humain. Des étudiants universitaires, c'est l'élite de demain. C'est elle qui va gouverner, c'est elle qui va gouverner ce pays, qu'on le veuille ou pas. C'est ça dans les pays démocratiques, dans des États de droit. La nôtre, malheureusement, il faut dire les choses, elle est instrumentalisée à mauvais escient pour des considérations politiques. Voilà la réalité de la chose. Merci Elias Djebali. Majid Hachour, une dernière petite minute, peut-être le mot de la fin, car vous êtes au pays aussi, vous êtes confronté chaque année à ces difficultés. La rentrée arrive tout de même, et une rentrée particulière, en pleine élection, enfin une date un peu particulière qui dans un désintérêt peut-être pour le peuple, mais qui sera présente pour le calendrier du pouvoir. Oui, justement, en parlant d'embrigadement, j'ai visé tout ça. J'ai visé l'infiltration, la mise sous le joug
dictatoriale de l'université. Aujourd'hui, il convient parce que dommage, en une heure, on peut pas tout étaler, tout discuter. Mais bon, c'est toujours bien sûr, c'est toujours bien d'en discuter. Donc, aujourd'hui, il convient de libérer l'université. Si on peut arriver à quelque chose de concret, de positif, de réel, il convient de libérer l'université. Mais en parlant de libération de l'université, on a dit que l'université fait partie de tout un système. Il faudra aussi libérer le peuple, libérer le pays et donner la chance à ce peuple. Merci. Quand la rentrée, on est en juillet, on sait même pas, on n'a même pas la date de la rentrée. C'est vrai que on y reviendra, mais on y reviendra. C'est une question. De l'université. Merci. Est-ce que ce pouvoir peut se projeter d'une semaine, pas des mois, pas une année, pas 5 ans, une semaine. Juste à une semaine. Donc c'est un pays. Nous sommes dans un pays qui est en train de marcher au pifomètre. C'est désolant, c'est malheureux. Et si nous en parlons, c'est pour mieux avancer. Si nous prêchons la démocratie, la libération des champs politiques et médiatiques, si nous prêchons c'est pour avoir une planification, c'est pour avoir un pays et c'est pour avoir aussi une université. Merci Majid Hachour, merci infiniment. Désolé, je vous interromps, mais vous avez tout dit et surtout, effectivement, c'est un terme qui revient beaucoup, un pouvoir qui navigue à vue en parlant de cette rentrée. Sachez aussi que dans certains pays, comme en Europe, eh bien, les calendriers de rentrée scolaire sur toutes les vacances sont organisés 3 ans, voire 4 ans à l'avance. Et en l'occurrence, Majid Hachour vient de le dire, actuellement, les étudiants, comme les collégiens, les lycéens ou encore les élémentaires, n'ont pas leur date de rentrée. Libérer l'université. Encore une fois, on parle de liberté en Algérie. Karim Tabou, merci d'avoir été avec nous, opposant politique. Rendez-vous tous les lundis sur votre page pour votre édito. Lias Djibali, merci. Et merci Majid Hachour. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, l'édito de Jamadine Benchenouf, juste derrière, c'est El Amr. Je crois que c'est Salim Salhi, si je ne me trompe pas. Vous avez rendez-vous aussi avec Mohamed Bachouch et puis Lotfi de Bolcanon. Bonne soirée à tous et à demain.